Bonsoir et bienvenue à tous dans ce premier numéro de Place des Enjeux, la nouvelle émission politique d'Armada. Donc des enjeux politiques, bien sûr, des enjeux économiques, des enjeux sociétaux, à l'échelon national, à l'échelon local, voire à l'échelon international. En tout cas, tous ces enjeux qui impactent la vie des Français. Et nous allons voir avec mes invités quelles sont les solutions que nous pouvons proposer. Donc, Place des Enjeux, bien sûr, est disponible et diffusée en direct sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitch. Et vous pouvez également nous voir en direct via nos différentes télés partenaires. Donc, vous avez bien sûr accès à notre émission dans plus de 150 pays du monde entier. Donc, bienvenue à vous si vous nous regardez hors de France. Le replay sera bien sûr disponible dès demain. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également nous rejoindre sur le plateau de la chaîne. Il suffit simplement de nous contacter et on sera heureux, l'émission étant en public, de vous accueillir. Sans plus tarder, je vais vous présenter mes invités qui, pour cette grande première, nous font le plaisir d'être avec nous. Tout d'abord, Frédéric Descrozaille, merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Frédéric Descrozaille, vous avez été député du Val-de-Marne et également vous étiez membre du Parti Renaissance. Absolument. Je vous souhaite la bienvenue et merci à vous. Merci. Nous avons également avec nous ce soir sur le plateau Monsieur Gilles Singal. Bonsoir. Merci à vous également d'être avec nous. Oui, merci de votre invitation. Parmi toutes vos fonctions, vous avez été notamment conseiller départemental ainsi que vice-président du conseil départemental du Val-de-Marne et vous êtes membre du Parti communiste. Absolument. Merci. Et bien tout de suite, nous allons voir en images le sujet du jour qui concerne les préoccupations des Français. Bien, nous venons de voir ensemble les chiffres qui viennent de l'étude Ipsos du mois de septembre dernier. Alors l'étude Ipsos, elle est conduite dans 29 pays du monde entier, conjointement pour voir justement l'état d'esprit des citoyens de chaque pays. Et donc ça nous donne un panorama de l'état d'esprit des Français. Alors tout d'abord, Frédéric Descrozaille, quand on voit ces chiffres, qu'est-ce qu'ils nous disent de l'état d'esprit actuel de la population française ? Bon, ce qu'ils nous disent, je pense qu'il y a globalement une grande inquiétude, c'est-à-dire que on vit dans un monde qui est inquiétant. Je pense même qu'on vit dans un monde qui est triste, en fait. La colère et la tristesse sont des émotions très très sœurs, en fait. Et il y a beaucoup d'inquiétudes, même si l'inquiétude sur le climat, on aurait pu penser qu'elle aurait pu être plus haut. Oui. Mais inégalité, pauvreté, criminalité, violence, thème sécurité pourrait renvoyer aux incivilités, parce que derrière tout l'enjeu de sécurité, il y a ce qui peut, entre guillemets, être objectivé sur justement ce qui est comptabilisé, les actes criminels, tout à fait. et les actes de violence, mais il y a aussi tout ce qui n'est pas forcément enregistré et qui rend le monde inquiétant, qui est le sans-gêne, l'agressivité, justement la nervosité, la colère à fleur de peau. Donc ça décrit un tableau qui est pas réjouissant. Je me permets juste, avant que vous repreniez la parole et puis la donner à M. Singal, j'aime bien voir ce genre d'études dans la durée, en fait. Bien sûr, c'est intéressant de voir l'évolution, tout à fait. Et là, justement, puisque vous en parlez, si on se réfère aux études des mois précédents, c'était l'inflation qui, depuis le début de l'année, était en première position. Et depuis le mois de septembre, c'est la criminalité et la sécurité qui est vraiment la préoccupation majeure des Français. Après, on a quelques disparités. On voyait les inquiétudes sur le système de santé français. Il y a 2 mois de cela, les inquiétudes étaient beaucoup plus hautes. Elles ont graduellement rebaissé, mais globalement, on reste quand même sur des préoccupations. Ce sont les préoccupations majeures des Français que l'on voit.
En tout cas, merci pour votre analyse, Je vous en prie. voilà, qui est très pertinente. Et vous, Monsieur Singal, justement, que vous évoquent ces chiffres par rapport aux Français? Écoutez, tout d'abord, très brièvement, merci encore de votre invitation. Merci de nous permettre de promouvoir, de participer à la promotion de ce média qui est Armada. Et alors, je le disais récemment, lorsque j'ai répondu favorablement à votre invitation, nous participons à faire vivre le pluralisme de l'information. Tout à fait. Et c'est important. Et alors, notre débat, on peut dire confrontation, mais confrontation démocratique, de ce soir, se tient à un moment où quand même les inquiétudes sur les monopoles de l'information qui se constituent et qui, de mon point de vue, sont un danger pour la démocratie. Et alors, en venant, je réfléchissais, le programme du Conseil national de la résistance fixait 3 objectifs à la société mise en œuvre au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. L'indépendance vis-à-vis des puissances d'argent. Il y a encore du travail. 2, refuser les monopoles de l'information. Donc avec des médias comme Armada, justement, qui peuvent présenter des points de vue différents. Absolument. Et 3, qui était de faire vivre un système de sécurité sociale. Et donc sur les 3, c'est le dernier, même s'il est l'objet, je ne sais pas si on aura le temps d'en discuter ce soir, mais de préoccupation quant à sa vie, mais enfin c'est sa pérennité quand même qui est un des acquis. Donc pour ces raisons-là, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Alors après, comment dire, les études, c'est les sondages, c'est à l'instant T de préoccupations qui sont fatalement fluctuantes dans le temps. Bien sûr. Par exemple, comment ne pas imaginer qu'au moment où le sondage a été fait, les événements récents qui choquent l'opinion publique, à juste raison, ont un impact. C'est évident. Donc il y a cette fluctuation en fonction aussi des événements, de la vie telle qu'elle se déroule pour nos concitoyens. Et puis il y a quand même il y a les études d'opinion, les sondages divers et variés, c'est très important. Et puis le juge de paix quand même, c'est le suffrage universel dans une société démocratique. Surtout quand il y a une forte participation. Surtout quand il y a une forte participation. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. Tout à fait. Et quand même, évidemment, je fais partie de celles et de ceux très, très en colère. Donc, je vais en dire 2 mots, si vous me permettez. Oui, je vous en prie, on y reviendra bien plus avant, effectivement, de quand on manière reviendra succincte, à la politique générale, mais je vous en prie. D'accord. On a vécu un détournement démocratique d'une gravité pour la démocratie même. Quand même, que la force politique, le nouveau Front populaire, qui n'était pas majoritaire, mais qui arrivait en tête, et la tradition dans la Ve République, c'est la force politique arrivée en tête. C'est de cette force, de cette coalition, que le Premier ministre est nommé. C'est l'inverse qui s'est passé. C'est quelque chose de... Et qui provoque de la colère, qui provoque de l'étonnement, oui, beaucoup de... À quoi ça sert de voter ? Justement, et ça se retrouve bien évidemment dans les chiffres. Justement, ce que j'aimerais voir avec vous deux, on dit souvent que hommes et femmes politiques sont un peu coupés des attentes des Français, des préoccupations concrètes. Comment est-ce qu'on fait, Frédéric Descrozaille, pour justement être à même le plus proche possible des attentes de ses concitoyens, quand on est un homme politique ? On rencontre beaucoup de gens,
Pour ce qui me concerne, on accepte toutes les demandes de rendez-vous, toutes les sollicitations. Et on passe énormément de temps. Alors, c'est un biais. Mais j'aime beaucoup d'ailleurs cette idée-là. C'est un biais. Il y a l'entre-soi partisan parce qu'on est au contact permanent de sympathisants et militants. Bien sûr. Qui sont loin d'être tendres. Hein. C'est même souvent les plus violemment critiques en fait. Mais ça permet quand même de prendre un peu la température. Et puis c'est un biais local. Parce que c'est une réalité qui est une réalité locale. Et l'Assemblée, c'est assez passionnant de ce point de vue. Je présume que c'est pareil au Conseil général, parce que le Val-de-Marne est un département extraordinaire et fabuleusement divers. Totalement. C'est une mosaïque de petites réalités locales. Et c'est assez fascinant de se rendre compte à quel point, pour qu'un sujet soit un sujet, média notamment, il ne faut pas que quelqu'un ait une bonne idée, tutoie le Premier ministre et ait son numéro de portable, ça ne sert à rien. Il faut que 15 à 20 parlementaires disent la même chose en l'espace de 48 heures. Et là, si vous avez des remontées comme ça, de gens qui ne se sont pas concertés, mais chez moi, voilà ce qui se dit, ce qui se passe, ça devient un sujet. En fait. D'accord. Et c'est... donc personne ne peut prétendre détenir... Moi, je sais ce que les Français pensent, mais les parlementaires sont quand même avec des prises localement où ils remontent avec des choses. Voilà, quand ça se conjugue, ça devient un sujet. Voilà, totalement. Et donc, chacun arrive avec les préoccupations de ses concitoyens, de son univers, avec en fait, de son univers de le vie. ressenti, ce qui se dit, encore une fois, quand on rencontre les gens, et puis avec ces contacts très, très réguliers qu'on a avec ceux qui nous entourent, qui suivent de près ce qu'on fait, etc. C'est ça. Et c'est bien, justement, parce que cette image parfois fausse que l'on peut avoir des hommes et des femmes politiques qui sont coupés de la réalité du terrain, c'est bien de la rétablir, de montrer justement par le dialogue, par l'ouverture aux gens qu'elle existe, cette communication. Tout à fait. J'ajouterais quand même que cette idée de coupure, là où elle est parfaitement fondée, c'est que, de mon point de vue, et je le dis en prenant ma responsabilité, puisque j'ai été député pendant 7 ans, le Parlement fait, surtout l'Assemblée, parce que le Sénat est mieux que l'Assemblée de ce point de vue, le Parlement fait la moitié de sa mission constitutionnelle. Donc le Parlement vote les lois, mais il ne contrôle absolument pas l'action publique. Bien sûr. Et la coupure avec la réalité, je pense qu'elle vient beaucoup de là. Quand on a voté un truc, on a l'impression qu'on a fait notre job et qu'on va voter le truc suivant. Bien sûr. Mais la mise en exécution de ce qu'on a voté et les contradictions internes, en fait, à des lois qui rentrent trop dans le détail et toutes les inconséquences que subissent les gens dans la conduite de l'action publique, ça, on ne le contrôle pas, en fait. Et on en a trop faiblement conscience. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est assez grave, en fait. D'accord. Après, bien sûr, je vous laisse le contrôle de l'émission, mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. Saint-Gall sur le détournement démocratique, parce que je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Et je trouve que c'est très intéressant qu'on en parle. C'est ce que nous allons faire. Très bien. Alors, M. Saint-Gall, justement, vous qui avez été élu également de terrain, comment est-ce que vous-même, vous étiez au fait des préoccupations de vos concitoyens ? Pour répondre à votre question, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, comme on dit, mais pour être élu, il faut aimer les gens. C'est-à-dire, il y a on n'est pas élu pour être sur la photo. Ou pas que, en tout cas. Oui. Il faut aimer les gens parce que comme le rapport de nos concitoyens avec la politique est en crise. Totalement. On le voit aujourd'hui, le résultat des urnes, peut-être bien ils ne évidemment. seront pas d'accord, mais tant mieux d'ailleurs, c'est ça le débat. Et ce qui vient de se passer renforce ça, de mon point de vue. Et donc, il faut aimer les gens parce que lorsqu'on est élu, on est, comme on dit, à portée de gifle. Avec une accélération via les réseaux sociaux, les outils de communication, l'immédiateté. On vous demande tout dans les 5 minutes qui viennent. Donc il faut à la fois être dans la proximité, sincèrement, quoi. C'est-à-dire avoir le sentiment
qu'on va apprendre de celles et ceux dont on est l'élu. Oui, avoir envie d'œuvrer pour le bien public, je pense que c'est ça. Absolument, avant c'est tout. la condition. D'ailleurs, moi, je m'inscris en faux sur les discours populistes. L'immense majorité des élus Mhm. sont des gens intègres. Oui. L'immense majorité. Et qui font un job difficile. Qui plus est quand la situation des gens est difficile. Mhm. Et donc voilà, je crois que, oui, aimer les gens, être attentif à leurs préoccupations, et tout ça, évidemment, dans un souci, j'en terminerai là-dessus pour l'heure, le respect des engagements pris. Bien sûr, parce que Le c'est ça respect des justement. engagements pris. Voilà, c'est ce qu'on entend souvent. Les engagements ne sont Oui. pas suivis des Et faits. s'ils sont pas suivis, les uns, tel ou tel engagement, pourquoi Mhm. Quels sont les obstacles Mais il y a besoin de cette sincérité, de cette proximité. Et puis, je crois aussi, il faut qu'on s'interroge profondément. L'heure d'une 6e République, de mon point de vue, est posée. D'accord. Est posée. La représentation politique est en crise. Moins par la médiocrité ambiante des uns et des autres. C'est pas ça mon propos. Du tout, en plus, je ne le Bien crois sûr. pas. Mais plus parce qu'il y a une exigence de collaboration, de participation. On ne peut pas avoir un homme seul ou une femme seule qui décide. On est à l'heure du qu'a des consensus aujourd'hui, pouvoirs, bien évidemment, je pense. euh, Oui, totalement. qui ne D'ailleurs, correspondent plus aux exigences du moment. Le Parlement en France, mhm. et c'est un communiste qui vous dit ça, a moins de pouvoir que le Congrès aux États-Unis. Mhm. Oui. De toute façon, je pense que M. Descrozaille vous Oui, rejoindra sur ce Et point. donc, oui, mais il a moins de pouvoir aussi parce qu'il ne prend pas le pouvoir qu'il a en fait sur le papier en réalité. Moi, régulièrement, j'étais confronté avec des collègues quand j'entendais, parce que c'est un peu un côté mur des pleurs à la buvette ou dans les couloirs en disant mais ça, voilà, c'est pas, etc. Et en parlant, moi, régulièrement, je leur disais mais on peut changer les choses. Mais collectivement, en fait, il faut les changer. Je vais vous donner un exemple. Les questions au gouvernement, c'est le seul moment de contrôle du gouvernement par le Parlement. En réalité, c'est le seul vraiment. Bon, je considère que c'est du théâtre. Et je considère que, pour l'essentiel, ça sert pratiquement à rien. Pardon de le dire de manière un peu provocante. C'est utile de plein de points de vue parce que c'est une respiration médiatique. Et puis, ça permet de faire démocratiquement le suivi de ce qu'est l'agenda du gouvernement. Mais c'est la mise en scène du pouvoir que n'a pas le Parlement. Et puis, les parlementaires se font plaisir en parlant aux députés, aux ministres, comme si c'était... Je vous rappelle que vous êtes là grâce à nous. Okay. Sauf que un vrai, encore une fois, contrôle, ça serait de substituer à au moins une séance de questions au gouvernement sur 2 des commissions permanentes. Oui, parce que c'est dans les commissions où le travail se fait. Exactement. À l'Assemblée avant toute chose. Et imaginez que toutes les semaines, les 8 commissions permanentes se tiennent à la place d'une séance de questions au gouvernement et convoquent non pas les ministres, mais des directeurs d'administration centrale, d'agences publiques, de services déconcentrés. Pas pour les engueuler, ne serait-ce que pour ce que je disais tout à l'heure, se tenir au courant. Voilà, les remontées terrain. Quelle en fait, difficulté est-ce que vous avez? Voilà ce que j'ai constaté dans ma circonscription. Pourquoi, depuis quand est-ce que vous n'avez pas pris contact, monsieur le directeur général de l'alimentation, avec votre homologue de l'environnement sur telle question agricole? Et là, il y aurait une mission de contrôle. Et ce pouvoir-là, le Parlement pourrait le prendre. Et en fait, il ne le fait pas. Donc, je suis d'accord avec vous. On a un Parlement qui est faible, mais c'est largement de sa faute. Et c'est vrai nos institutions sont en crise, le rapport des Français à la démocratie est en crise, je suis d'accord avec vous. Il y a une crise de la représentation nationale. Mais nous sommes tous pleins de contradictions. On adore le suffrage universel. Je ne sais pas si votre idée de 6e République, ça serait de le supprimer. Je trouve que c'est un débat intéressant. Non. Mais les Français adorent, Non, c'est très surtout important. pas. Le moment où on va choisir
qui va représenter, qui va parler au nom du peuple français, Constituante. notamment à l'international. Une fois qu'on a fait ça, on attend des députés qui ne soient pas des godillots. Donc on a un président qui s'est engagé directement devant les Français avec un programme. Évidemment, ceux qui ont été élus dans son sillage, c'est pour le faire appliquer, ce programme. C'est logique. Total, il y a une ambiguïté. On aime bien qu'il y ait un chef, en fait, c'est surtout parce qu'on a très envie de pouvoir l'engueuler. Et du coup, on a envie de lui couper la tête au bout d'un an, parce que depuis le quinquennat, je pense qu'on peut mettre n'importe quel président de la République, au bout d'un an, c'est quelqu'un qui se fait haïr de la moitié du pays. Et c'est des contradictions que nous avons tous, en fait. Et pour en revenir à ce que vous disiez sur... parce que ce qu'on est en train de vivre est passionnant, le nouveau Front populaire arrive en tête. À la faveur de nombreux désistements, et je l'assume totalement, j'en ai fait partie de ceux qui se sont désistés, qui ont exaspéré et choqué énormément de Français. Ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième tour, mettez-vous à la place des électeurs du Rassemblement national, ils étaient écœurés. Si on prend le résultat du premier tour, qui donne un vrai reflet direct, Totalement. le Rassemblement national était amené à être de très loin la première force politique du pays. D'ailleurs, c'est le premier groupe parlementaire. Le NFP est un intergroupe. Mais très affaibli par rapport à ce qu'ils pouvaient espérer. Moi, je les voyais à 200-250 députés, ils sont 140, je crois, un peu moins de 140. 42. Bon, parce qu'il y a eu plein de désistements, le fameux Front républicain, et on peut en parler aussi. Moi, la question de l'arc républicain, c'est un vocabulaire que je n'ai jamais pris. Parce que s'il y avait un arc républicain dont on ne fait pas partie de l'Assemblée nationale, on l'interdit. Bien sûr. Si c'est un parti politique, l'arc républicain, il est dedans. Je suis désolé, c'est un parti politique. Mais ça, c'est quand même ce qui s'est passé entre les deux tours. Et ensuite, à la fin du deuxième tour, la coalition, parce que c'en est une, du nouveau Front populaire arrive en tête. Mais aujourd'hui, la coalition centriste et LR, je suis désolé, elle est plus forte. Et les premiers ministres possibles du NFP, il n'y en a pas un qui tenait. Pourquoi ? Parce que les insoumis, vous franchissez le seuil du groupe socialiste à l'Assemblée, plus personne ne les supporte. Et je peux en témoigner. J'ai toujours eu, je vous promets que c'est vrai, un immense respect, énormément d'estime pour les députés communistes. J'ai eu des super relations avec mes collègues communistes à l'Assemblée. C'est des gens avec qui il est passionnant de discuter, qui sont infiniment respectueux des institutions, des mandats, qui ont une excellente connaissance de beaucoup de choses, et notamment de l'histoire sociale de France. J'avais des collègues insoumis qui disent même pas bonjour. En 7 ans. Vous avez fait une expérience malheureuse ? Pas du tout. Et je vous promets que c'est plus inquiétant que leur vocifération en séance publique, en fait. Bien sûr. Et j'ai été le témoin, sur pas mal de votes et pas mal de textes, d'un niveau d'exaspération entre eux, j'allais dire entre vous, entre communistes, socialistes, écologistes et insoumis, qui n'avaient rien à envier à l'exaspération que suscitaient les insoumis jusqu'à l'extrême droite de l'hémicycle. Donc, un gouvernement soutenu par les insoumis, il ne tenait pas 48 heures. Après, écoutez, c'est évident, parce que le Rassemblement national l'aurait censuré. Et le Rassemblement national, mais oui, c'est le premier groupe parlementaire. S'il vote comme le centre contre la gauche, ça tombe. Et s'il vote comme la gauche contre le centre, ça tombe. Pourquoi est-ce qu'on a Barnier ? Parce que c'est le seul dont le RN a dit on ne va pas forcément le censurer. Oui, mais... Voilà, parce qu'il n'y a pas de notion de censure directe du RN. Le vrai résultat qui est inquiétant, enfin je veux dire, on peut en parler, qui est difficile à interpréter et qui interpelle énormément, c'est que le Rassemblement national est la première force politique du pays. Quand on voit ce qui est au premier tour et quand on voit ce que sont les groupes parlementaires à l'Assemblée aujourd'hui. C'est la réalité. Alors, M. Singal Donc il n'y a va pas de déni certainement démocratique. Monsieur Singal va vous répondre quelques instants. Oui, parce que, évidemment, pour une large part, je ne partage pas votre avis. Pourquoi ? Parce que précisément, une des premières annonces fortes de celles que les forces qui constituent le nouveau Front populaire avaient proposé pour être Première ministre, Madame Lucie Castet, la première décision qu'elle a prise, premier engagement, c'était d'écrire, si elle est nommée Première ministre, à tous les groupes parlementaires, parce qu'on a une situation qui s'est... au fond, on est dans une 5e République qui ressemble un peu à ce qu'était la 4e République. Oui. Bien. Et donc, elle avait pris un engagement sur chaque question, sur chaque projet de loi, on discute. Il n'y a pas de majorité, donc il faut qu'on discute.
Là où je conteste vos propos, c'est que détournement démocratique, parce que quand même, comment on peut avoir le Premier ministre de la France qui soit issu de la force politique qui est arrivé en 5e position et peut-être c'est le plus important, qui n'a pas participé, qui a refusé de participer au Front républicain. Donc, on aurait vu s'il y aurait eu peut-être il y aurait eu censure, on aurait vu, mais on ne peut pas lire dans le mar de café. La retraite, le projet de loi de retraite à 64 ans. Imaginons Mme Castet, Première ministre du gouvernement, et on met en débat l'abrogation. On aurait vu. Qui peut dire ce qui se serait passé ? Je pense qu'il y aurait eu abrogation, parce que la gauche et le RN auraient voté pareil. Pour l'abrogation. Pas que, peut-être pas que. Mais parce l'abrogation, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que oui, mais parce on que, abroge 64 ans, ils ont fait quoi ? C'est là que ça aurait été compliqué. Excusez-moi, quand on parle tout à l'heure de la nécessité pour les élus d'être près de leurs concitoyens pour des choses les plus concrètes, quotidiennes, bien sûr. Hein. Ça, c'est l'alpha et l'oméga. Mais aussi pour des questions qui engagent nos existences respectives, les uns et les autres. Et le droit à la retraite qui ne soit pas prolongé pour l'obtenir à 64 ans, c'est une mesure qui, quand même, a mis des centaines de milliers de Français dans la rue, par exemple. Et donc, c'est là où on se retrouve dans une situation qui je crois, traduit aussi un monarque absolu qui décide seul dans son coin qui sera Premier ministre. Ça, tout le reste... Encore une fois, tout le reste, c'était des jeux de scène. Tout le reste, c'était des jeux de scène. Qu'est-ce qui l'empêchait de nommer Lucie Castet Première ministre ? Et on aurait vu. Là, on aurait vu qu'elle a été censurée 48 heures après le discours de politique générale. Ni vous ni moi ne lisons dans le mar de café. Et c'est pas le mar de café que d'entendre le RN dire qu'on censurera tout le RN aurait censuré. Insoumis. Bien sûr, le RN aurait censuré. Et le reste, on n'en sait rien. Après, le nouveau Front populaire... Les Insoumis, là-dessus, il y a quelque chose à quoi vous ne répondez pas et on n'est pas d'accord et c'est pas grave. Je vais y répondre. J'apprécie beaucoup. Et je ne vous ai pas remercié moi aussi de l'invitation autant que M. Singal, mais vraiment je vous remercie aussi et je trouve que c'est très bien d'avoir le temps de débattre, ce qui est assez rare. Mais parce qu'il y a vraiment, c'est une réalité politique aujourd'hui quand on parle de préoccupation des Français. En tout cas, vu de ma fenêtre, je vais dire simplement, je n'ai pas lu d'études là-dessus. Le RN inquiète énormément de gens. Les Insoumis aussi. Et il y y a, et je ne mets pas un point d'équivalence entre les deux. Non, c'est pas la même évidemment. histoire, c'est pas évidemment pas. C'est pas. Il y a pas du tout il y a rien de comparable dans ce qu'ils proposent et là d'où ils viennent, et dans la lecture qu'ils ont, ne serait-ce que de ce qu'est la France et la société française. Mais il y a une hantise des formes d'extrémisme que prennent le Rassemblement national et la France insoumise. Et justement, excusez-moi, je vais intervenir justement sur ce que dit M. Descrozaille à l'instant. Si on repart sur notre étude Ipsos, justement, la montée des extrémismes qui entrent ce mois-ci dans le classement des préoccupations des Français, donc rejoint parfaitement ce que vous dites. Elle était bien plus faible jusqu'à présent. Mais c'est quoi les extrémismes ? Alors voilà, on peut parler bien sûr d'extrémisme religieux, d'extrémisme politique. Alors, il y a le Rassemblement national. La France insoumise est une force du nouveau Front populaire, comme il y a les écologistes, comme il y a les communistes, comme il y a les socialistes. Il se trouve, ça c'est le résultat du suffrage universel, que c'est le groupe le plus nombreux à gauche à l'Assemblée nationale. Non, c'est un intergroupe. C'est 4 groupes. Ça n'existe pas, le NFP, dans le règlement de l'Assemblée. Non, mais d'accord, mais dans le nouveau Front populaire, la force politique qui a le plus de députés, c'est la France insoumise. Oui, voilà. D'accord. Et c'est cette coalition insoumis, communistes, socialistes, écologistes qui fait le nouveau Front populaire et qui est quand même, qu'on le veuille ou non, qui est arrivé en tête le dimanche soir du 2e tour. C'est ça qu'il fallait d'abord respecter. Et après, on aurait vu, cher monsieur. Après, on aurait vu. Parce que comment on peut
Regardez, peut-être vous en avez vu, je suis même sûr que vous en avez vu, bien des gens depuis les élections, mais à quoi ça sert de voter ? Je pense aux gens qui sont sortis, je minimise pas, hélas, les 11 millions de Français qui ont voté RN au premier tour. Mais je pense à tous ceux qui sont sortis au deuxième, qui pour beaucoup ne votaient plus. Il y a eu un réflexe démocratique quand même, là. Oui. Et y compris la difficulté, vous voyez, pour un électeur de gauche, aller voter, et là encore, c'est pas la personne qui est en cause, c'est la question politique. Mais aller voter Gérard Darmanin ou Elisabeth Borne, au deuxième tour, c'est difficile. Comme je peux comprendre que pour des gens de droite, aller voter pour tel ou tel député communiste sortant, ou socialiste, ou écologiste, c'est difficile. Mais il y a quand même eu ce résultat du deuxième tour, et quand même, ce que ça a traduit pour le bloc central, l'échec d'En Marche. Mais ça, c'est certain. Ça, c'est factuel. Ça, je ne le conteste pas. Je dis juste et donc, non, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne peut pas préjuger ce qu'aurait été... Il y a eu un détournement démocratique. C'est du jamais vu dans notre histoire. On n'a jamais vu ça. Non, mais on n'avait jamais vu des groupes parlementaires non plus. On n'avait jamais vu une force arriver en tête se retrouver mis au bord de... C'est une coalition, et la coalition actuelle est plus forte au sens où elle est plus nombreuse. C'est en ce sens-là où c'est en ce sens que pour moi, il n'y a absolument pas de détournement démocratique. C'était pas une force électorale. LR plus le centrisme, les trois groupes du centre. Modem, mais nous, on avait... Le nouveau Front populaire, c'était une coalition. Il n'y avait pas de coalition, il n'y avait pas d'accord électoral. Mais il y a une coalition qui soutient le gouvernement Barnier, qui est plus nombreuse, qui est plus nombreuse à l'Assemblée que celle du NFP. Que la coalition... et les coalitions, on n'a juste pas l'habitude en France. Oui, mais il faut apprendre la démocratie, c'est un processus continu. Hein. Tout à fait d'accord. Et il y a un petit point à propos de solutions, parce que je suis d'accord avec plein de trucs que vous dites. Je pense que Emmanuel Macron ne pouvait pas nommer Lucie Quester en sachant que c'est un gouvernement qui pouvait durer 48 heures, sachant que la question, je ne sais pas si on en parlera, c'est de savoir qui était susceptible de présenter un budget, en fait. C'est la question. À mon avis, j'en sais rien, mais je pense que c'est pour ça qu'il a dissous l'Assemblée nationale. Et quant au pouvoir du monarque, je ne crois pas du tout qu'il est... En plus de ça, accuser notre président de la République d'avoir trop de pouvoir, surtout quand il a une majorité absolue, ce qui est d'ailleurs absolument dingue, c'est vrai, c'est vraiment se défaire de ses responsabilités. Encore une fois, nous sommes tous responsables. Le pouvoir que le président a, c'est aussi largement celui que ne prend pas le Parlement. Et on n'a pas l'habitude d'avoir un Parlement, une majorité qui soutient un gouvernement, mais qui soutient de manière critique. Parce que moi, quand je me faisais inviter sur le plateau télé, si je disais quelque chose qui était un petit peu décalé par rapport à une déclaration, « Ah, mais vous n'êtes pas d'accord avec le ministre ? Mais vous êtes député de la majorité ?» Ben non, effectivement, oui, ça m'arrive. Bien sûr. Je soutiens, je suis dans la majorité, mais voyez, je peux être critique, c'est aussi mon rôle. Bien évidemment. Ça, on n'a pas l'habitude sur de ce chapitre-là, peut-être, parce qu'on a d'autres questions. Juste un mot sur le scrutin. Compris. Ce que je pense qu'il faudrait faire, avant de faire une 6e République, parce que ça ne serait même pas une loi organique, c'est une loi ordinaire, on n'en parle jamais. Il y a 20 ans de recherche sur des scrutins alternatifs, des scrutins préférentiels. C'est vachement intéressant. Par exemple, vous avez 10 candidats, au lieu d'en choisir un, vous les classez. Vous classez les 3 premiers. Super intéressant de savoir qui ressort. Et là, on respecte beaucoup mieux, déjà la nuance. Je vote pour un tel, mais ce n'est pas parce que j'adhère. C'est parce que je préfère que ce soit lui plutôt que lui. Si vous permettez dans l'expression du vote ce classement, cette préférence, ce côté préférentiel, vous vous retrouvez avec des résultats qui sont super intéressants. On a plein de recherches là-dessus. Ça serait une loi ordinaire, ni modification de la Constitution, même pas de loi organique. Et on n'en parle jamais. Je pense qu'il y a une vraie question sur le mode de scrutin. Totalement. Alors, si je peux me permettre, pour que nous avancions dans notre débat, on va revenir à Michel Barnier, puisque la semaine passée, notre Premier ministre a fait sa déclaration de politique générale. Et donc, on va regarder en images quels sont les principaux chantiers identifiés par le gouvernement. En 2 mots, vraiment en 2 mots. On ne peut pas faire l'impasse sur l'enjeu du scrutin proportionnel. Forcément, un homme, une voix, ou une femme, une voix. C'est quand même une avancée démocratique qui serait considérable. Bien évidemment. Quand je referme la parenthèse, intégral, il faut voir où ça conduit.
Notamment, il y a pas mal de pays qui nous donnent des exemples. Après, vous pouvez avoir un tout petit truc minoritaire qui, en fait, tient les rênes d'un gouvernement parce qu'il est indispensable. Il faut assumer la démocratie. Le scrutin est déterminant. Il faut assumer la démocratie. Totalement. Mais Oui. là, on va avancer sur notre sujet, si vous me le permettez. Et donc, on va voir notre politique, notre discours de politique générale, voir quels sont les axes que va suivre Michel Barnier. Donc on vient de le voir, donc 5 grandes priorités pour le gouvernement: le niveau de vie, l'accès aux services publics, la sécurité, l'immigration et la fraternité. Donc j'aimerais que vous me disiez l'un et l'autre par rapport à cette déclaration de politique générale. Est-ce qu'elle va dans le bon sens à l'heure actuelle? Est-ce qu'elle va, selon vous, dans le bon sens, Frédéric Descrozaille? Oui, moi je dirais que oui. Je dirais même que le Premier ministre a fait un discours qui a été beaucoup plus long que vous venez d'évoquer. Donc, ce que je dis là ne porte pas sur l'intégralité du contenu de son discours, mais à ce niveau de généralité et de grands principes, je ne vois pas comment on peut ne pas être d'accord. Enfin, dire qu'il manque un truc, on peut dire que c'est pas dans le bon ordre. Enfin, qui va contester qu'il faut améliorer le niveau de vie des Français? Bien sûr que ça va dans le bon sens. Mmh. Encore une fois, pour moi, la difficulté de ce qu'on est en train de vivre politiquement, c'est le fait de ne pas pouvoir avoir de budget. Améliorer le niveau de vie des Français, améliorer la sécurité, le sujet depuis qu'il a fait ce discours de politique générale, c'est les 60 milliards qu'il a dit qu'il allait trouver l'année prochaine. Mmh. 60 milliards, je se rends compte à quel point c'est très difficile de trouver 3 milliards dans un budget. 60, c'est juste dingue. Quand j'ai été élu député en 2017, le poids de la dette, c'était 20 milliards. Aujourd'hui, c'est 50. Et 30 milliards, c'est le budget d'un ministère régalien. Totalement. Donc, et le sujet, il est là. Je pense vraiment que c'est ce qui a, en tout cas pour beaucoup, motivé la décision de la dissolution. Et on est dans un pays qui ne sait pas faire de coalition et qui, au moment du vote du budget, comme traditionnellement c'est ce qui sépare l'opposition de la majorité, quand vous n'avez pas une bipartition, en l'occurrence on a une tripartition, ben la majorité absolue qui émerge, c'est contre le budget, puisque c'est une coalition de circonstances, d'opposition par ailleurs irréconciliable, mais qui se retrouve pour dire on ne veut pas donner au gouvernement les moyens de sa politique. C'est ça. Donc en fait, je pense qu'on va avoir un budget au 49.3. Je vois pas comment. Qui va passer, je évidemment, vois pas comment il en serait de autrement. force. Et il faudra pas dire que c'est un déni de démocratie. Mmh. Il faudra pas dire ça, je suis désolé. Le 49.3, c'est le moment où le gouvernement rappelle au Parlement qu'il est responsable devant lui. Donc ça provoquera des motions de censure, ce que craignait l'exécutif avant la dissolution, et il y aura peut-être une censure du gouvernement Barnier à la suite de ce 49.3 du budget. Mais c'est ça qu'on est en train de vivre, Bien sûr. en réalité. Bien sûr. Gilles Singal, vous pensez qu'on va aller vers la motion de censure? Bah, écoutez, tout d'abord, il faut au moins entendre le bruit des urnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu aussi un rejet de ces 49.3 à tire-larigot pendant des mois et des mois qui annulaient toute possibilité de faire imposer d'autres choix par le débat parlementaire, par les amendements, donc voilà. Est-ce que dans ce qui s'est passé lors des 2 tours des législatives, il y a des messages à entendre? Oui, le premier, c'est celui-là, pas de 49.3. C'est un déni de démocratie. Non. Si, bien sûr. Non. Parce qu'à l'arrivée, à quoi sert le Parlement? Non. Rien. Non. Si. Non. Attendez, je continue, si Oui, vous me permettez. Oui. Parce que il met les parlementaires, et au-delà d'eux, celles et ceux qui leur ont fait confiance,
dans une situation de non-possibilité d'intervenir. Bon, ils amendent, ils travaillent bien sûr en commission, c'est pas contestable ça. Mais dès lors que le gouvernement veut faire passer, d'ailleurs Michel Barnier l'a dit, j'exclus pas qu'il y ait un 49-3, puis même peut-être il y en aura plusieurs. Donc c'est ça qui mine aussi la démocratie. Et c'est ça qui nourrit aussi l'extrême droite et son discours. Moi, je ne dis pas les extrémismes. Mais une Je dis motion... je dis l'extrême droite. oui. Alors, ensuite... Vous permettez que je vous réponde là-dessus oui. Parce que je trouve que c'est vraiment important d'apporter quelques précisions. Des 49.3 pendant 2 ans, entre 2022 et 2024, il n'y en a eu que sur les textes budgétaires. Ouais, c'est sur l'essentiel. Sur les retraites aussi. Oui. Techniquement, c'est un Il n'y a texte pas eu de budgétaire. vote sur les retraites. Je suis d'accord que c'était... Le Parlement n'a pas voté. Attendez, techniquement, c'est un texte budgétaire, mais là, c'est un peu de la triche, je vous le concède. Mais Oui. non, mais c'est vous dire le nombre de lois qui sont passées, certaines à l'unanimité, très bien, avec cette assemblée très composite. Les seuls textes sur lesquels il y a eu des 49.3, c'est les textes budgétaires. Et pourquoi plein de 49.3 Et les retraites. S'il vous plaît, ne le dites pas comme ça. Et les retraites. Mais je vais y venir aussi parce que l'enjeu des retraites, c'était quand même budgétaire. Et d'ailleurs, il demeure. Et pourquoi est-ce qu'il y en a eu plein des 49.3 ? Ça, il faut le dire, dites-le, c'est pas honnête sinon. Parce qu'un budget, c'est 12 textes. C'est 12 textes. Oui. Parce qu'il y a la partie dépenses, la partie recettes, oui, et qu'il y a bien sûr. plein de titres et qui passent au Sénat et à l'Assemblée. Oui. Voilà. Donc en fait, il n'y en a qu'un politique de 49.3. C'est le budget. Delphine Batho avait eu l'honnêteté de le reconnaître. Oui, Elle avait dit, et c'est pas la plus tendre des opposantes, vous êtes d'accord ? Oui, Elle avait dit, et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, elle avait dit, non, je ne vais pas tous les voter, j'en vote qu'un, parce qu'il n'y a qu'un 49.3 politique, c'est le premier. Oui, mais Bon, donc, en fait, non, mais il faut être honnête. c'est la vie parlementaire. Il faut être honnête. Mais non, mais comment faites-vous, puisque vous dites c'est un déni de démocratie ? Super. On a 3 pôles politiques à l'Assemblée. Ouais. Un pôle de gauche, un pôle centriste et un pôle de droite et d'extrême droite. D'accord ? Les ciotistes. Bon. On en a 3. Aucun des 3 ne peut avoir la majorité absolue. Vous êtes d'accord ? Oui. Personne ne veut faire alliance avec le Rassemblement national. Vous êtes d'accord ? Il y a les ciotistes, mais il n'y aura aucune alliance avec le Rassemblement national. Souhaitons-le. Non, mais je vous le dis, ça n'a pas changé, ça. Bon. Écoutez, J'avais des collègues, mais non, mais voilà. Ce que j'ajoute, c'est que personne ne voudra faire alliance non plus, Ouais. à part les 3. Quand le Premier ministre prend avec les l'initiative insoumis. de téléphoner... Du coup, non mais attendez, répondez à ma question. Oui, je vais y répondre. Comment est-ce qu'un gouvernement peut faire passer un budget 149.3 dans ce contexte ? Dites-moi. C'est tout simple, entre guillemets, simple. Ne pas prédestiner un résultat. La démocratie, voilà, sur chaque texte. Non, il répondait concrètement. Un gouvernement, il prépare un budget. Oui, il prépare un budget, bien D'ailleurs, sûr. en C'est général, très il prépare concret. à partir du mois de juin, et là, on est en octobre. Mais donc, il prépare un budget. Oui. Comment, sur quelle voie est-ce qu'il peut s'appuyer ? Parce qu'il lui faut une majorité absolue. Oui. C'est le débat et le vote. Sachant ensuite. que le vote distingue la majorité de l'opposition. C'est-à-dire que si vous votez pour le budget, c'est que vous êtes dans la majorité. Si vous votez contre, si vous êtes dans l'opposition, vous votez contre. Non, c'est ça, la hypothèse tradition. absurde. C'est ça, la tradition. Michel Barnier propose de revenir sur le projet de loi de la retraite qui prolonge jusqu'à 64 ans la durée du travail. Tous les députés du nouveau Front populaire et sans doute d'autres le vote, ça. Non, mais le budget, à la fin, là, vous parlez de choses qui peuvent y avoir dans le budget, parce qu'il y a effectivement des amendements, ça dure des mois. Bon. Mais à la fin, politiquement, si vous votez pour le budget, c'est que vous soutenez l'action du gouvernement. Oui. Mais vous avez des collègues communistes mais il peut être avec amendé. non, attendez, non, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Un Premier ministre qui refait passer à 62 ans, même à 60, mais qui est issu des rangs du centre et qui est soutenu par une coalition centre-LR. À la fin, les collègues communistes, dont certains sont des amis, je le prétends, vraiment, des gens qui m'ont énormément apporté, énormément enrichi, avec qui j'ai eu énormément de plaisir à travailler pendant 7 ans. Ils votent contre, juste parce qu'ils sont communistes.
Non, attendez, faut être Oui, mais- honnête. Faut pas raconter que le 49.3 est un démocratie, alors que le reflet Non, mais de la attendez. France politique aujourd'hui, c'est une tripartition. Sauf qu'il y a un élément que vous ne prenez pas en compte, qui est les allers-retours dans le débat qui peuvent permettre d'amender. À la fin, le vote du budget, c'est Oui, je suis pour ou je suis contre le gouvernement. Pas Ne dites seulement. pas, mais, pas seulement. mais si. Non, mais c'est Pas pour seulement. sortir de là, il faudra toucher au scrutin et il faudra probablement des années d'exercice, y compris au niveau local, Oui. c'est-à-dire des coalitions et non pas parce qu'on a même sur des exécutifs locaux, je peux parler. Parce que vous pouvez avoir il un faudra vote. Vous une pouvez capacité à travailler comme vous on pouvez ne avoir, le vous fait pouvez pas en avoir un France. vote des parlementaires qui, sur l'ensemble du budget, vote contre. Pas parce que systématiquement c'est l'opposition, mais parce que le contenu du budget ne leur convient pas, mais que le débat parlementaire a permis d'amender tel ou tel projet, point plutôt. Ça du projet, devrait du marcher projet de comme budget. ça. Sur le Ça budget, marche comme ça. Bon. sur le Il y a budget, des points qui sont- oui, toutes Plein, les lois, bah oui. pas le budget. Ah non, mais je parle du budget là. Non, mais vous parlez du budget global. Sur le Je parle vote. du vote à la fin, parce le que vous vote votez qui deux fois, vous êtes intervient. d'accord, on vote tous les Oui, articles, oui. Mais- on mais- vote, mais c'est-à-dire c'est on là. vote les amendements, puis ensuite on vote les articles, Oui. puis à la fin on vote Oui. toute la loi. Eh ben, oui, mais, Sur ce vote-là, oui, mais, sachant qu'en France, la tradition. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui oui, mais va se sur les passer deux votes d'avant. si sur un les deux votes député d'avant- vote le budget et Ouais. qu'il est dans l'opposition, qu'il est de gauche, Ouais. prenons un social-démocrate, qui n'est pas très loin de mes anciens collègues centre-gauche, macronistes. Il y en a. Franchement, pas très loin. Vous voyez très bien de qui je peux parler. S'ils votent le budget, parce qu'il y a eu ce que vous avez dit, un gouvernement à l'écoute et pas arrogant, un vrai débat qui a permis de faire bouger les lignes et des amendements adoptés. Il va se faire inviter sur un plateau télé. Et on va lui dire, mais monsieur Vache Pro, vous êtes dans la majorité? Il va dire, non, je suis socialiste. Mais si vous avez voté le budget, c'est ça qui va se passer. Non, mais que. Oui, mais. C'est ça qui va se passer. Oui, mais il y a- Donc, vous l'avez dans dit- vous l'avez dit dans- vous-même, il n'y a pas de majorité dans le- absolue, donc le budget dans le passe au processus 49.3. Mais justement, C'est oui. Dans le processus. Justement, est-ce qu'on peut, parce que vous avez Ouais. chacun votre appartenance politique différente, donc des visions différentes, est-ce qu'un homme politique ou une femme politique peut transcender son appartenance politique, aller au-delà de son idéologie il le faut. pour œuvrer dans le bien commun? Quand on voit la situation dans laquelle la France se trouve aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas là l'objectif Oui, mais principal, il le justement faut. des Oui, mais le coalitions sujet- qui peuvent se créer? Le sujet, madame, le sujet, c'est la différence des réponses des uns et des autres. C'est pour ça qu'il y a des majorités et des oppositions sur la nature des réponses à apporter à la crise qu'on connaît, Mhm, qui ne sont pas les mêmes à droite et à gauche. Tout à fait. totalement. Et donc, c'est pas un problème de se transcender, parce que il y a des projets de loi par dizaines et par dizaines qui sont votés par la majorité et par l'opposition. Le budget, évidemment, Ben, vous voyez. traduit. Oui, mais ce- Traduit. ben, je suis- Mais Oui. il y a le vote final, mais il y a aussi tout le travail qui est fait avant, en commission, Vous savez ce que je pense? au Parlement lui-même. Et je pense que c'était quelque chose qui pouvait être fait dès début juillet, dès le soir du deuxième tour. Il y a quelque chose dans la Constitution qu'on appelle la loi spéciale. Vous connaissez, je Ouais. le rappelle juste pour Oui, tout pour le les personnes monde. qui nous regardent, effectivement. La Constitution prévoit que le Parlement adopte le budget dans un délai. Il y a un nombre de jours constitutionnel. Tout à fait. On n'a pas le droit de dépasser, c'est une soixantaine de jours, je ne sais plus exactement. Si l'Assemblée, si le Parlement, les deux chambres, n'adoptent pas le budget dans ce délai constitutionnel, le gouvernement a la possibilité de présenter une loi spéciale. Ouais. Elle est prévue comme ça dans la loi C'est déjà arrivé. d'organisation, la loi organique des lois de finances, la LOLF. Cette loi spéciale, c'est quoi? C'est le gouvernement qui dit, OK, vous n'avez pas adopté de budget, là, on n'a rien, là. En janvier, il faut payer les fonctionnaires, et d'ailleurs, on les paye avec de l'argent qu'on emprunte. Peut-être, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais pour moi, le problème des retraites, il vient largement de là. Donc, pour faire passer un budget, je vous propose une loi spéciale qui consiste à me permettre, par ordonnance, au mois le mois, de faire fonctionner les services publics. Et dans la loi, comme c'est écrit, c'est dans la limite des services votés. C'est-à-dire, en gros, je reconduis les dépenses de l'année dernière. Tout à fait. Pas de réforme. Mhm. Pas d'embauche, pas de modification de l'indice du point. Mais au moins, on maintient On maintient la continuité des services publics. Mhm. Ça, je pense que
des groupes parlementaires responsables, des politiques responsables, communistes compris, dès le mois de juillet, ils devaient être capables de se dire, au pire, top là, on vote la loi spéciale fin décembre. Ça aurait tout changé pour faire un gouvernement. Parce que là, c'est pas de 49.3. Hein. C'est on va voir quel gouvernement nous présente quelles orientations, la retraite, la réforme des retraites, je sais pas quoi, machin, etc. Si on n'y arrive pas, au moins, on vote la loi spéciale. Ça, c'est un Parlement qui aurait été responsable. Et ça aurait été des politiques responsables. Au lieu de ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Le soir du deuxième tour, Jean-Luc Mélenchon, moi, j'ai considéré qu'il avait piétiné ses partenaires. Franchement, et puis je peux vous dire que j'ai autour de moi des gens de gauche, ça existe, même dans mon entourage, qui étaient effarés, qui préemptent le résultat et qui dit ça sera le programme, tout le programme, rien que le programme du Front. Oui, mais après, il y a la vie. C'est-à-dire qu'il a rendu impossible. Non. Qu'est-ce qu'il a dit ce soir-là ? Il a dit aux socialistes, aux écolos et communistes, vous ne bougez pas. Mais Vous ne discutez pas avec les centristes. C'est toute la gauche insoumise compris, ou rien. Et ça a rendu impossible et par la même, le fait d'avoir une Lucie coalition, Castet, parce que moi je pense que ça aurait été possible, une Lucie Castet, pourquoi pas, qui aille jusqu'aux écologistes, peut-être jusqu'aux communistes, non, mais en passant par le centriste. Et là, vous pouvez imaginer une coalition. Ouais, non, mais il y a un élément vous pouvez imaginer que j'ai évoqué tout à l'heure. Qui aurait laissé les extrêmes dehors, le RN et les insoumis. Non, mais si. D'abord, moi, je suis désolé, c'était quelque chose qu'on pouvait envisager. Je ne classe pas la France insoumise parmi les extrêmes. C'est une force de gauche, comme il y en a trois autres. Non. Et encore une fois, c'est des collègues. Il y en a qui Aurélie Trouvé, je la cite. Cette France insoumise, j'ai super bien bossé avec elle. Ouais. Donc, je ne vais pas généraliser. Mais c'est une doctrine dans la France insoumise que de conflictualiser. C'est une doctrine. C'est une chose. Ne dites pas que ça ne vous exaspère pas sur la laïcité, oui, mais moi, j'aime bien l'Europe. J'aime bien m'appuyer sur les faits. Mais les faits, je viens de vous dire. Les faits, non, c'est pas ce que vous venez de me dire. Les faits, c'est le programme du nouveau Front populaire. J'ai presque envie de vous raconter une anecdote. Non, attendez, si vous permettez. Les faits, c'est le programme du nouveau Front populaire qui a été présenté aux électeurs, qui a fait le résultat qu'on a connu à la faveur du deuxième tour. La possibilité de nommer Lucie Castet était entre les mains du président de la République. Les discussions s'engageaient. Torpillant Cazeneuve. Les discussions s'engageaient. Oui, mais il y avait... Au moins, on respecte la proposition qui est faite. Au moins. Comment le président de la République peut répondre je ne peux pas nommer Mme Lucie Castet parce qu'elle va être censurée dans 48 heures. Où il va chercher ça ? Sur quoi il se fonde pour dire ça ? Sur le RN qui le dit. Non, oui, mais le RN, on aurait vu après les autres forces politiques sur la manière dont on a envisagé de travailler. C'est-à-dire, on nomme la Première ministre, on met en débat avec les présidents de groupe qui composent le Parlement. Encore une fois, vous refusez de l'entendre, mais un gouvernement dans lequel vous avez 3, 4, 5, 6 membres insoumis, eh bien, Modem, Ensemble, LR et Horizon censurer le gouvernement. Mais c'est aussi insupportable pour eux. Pourquoi vous ne voulez pas l'entendre ? C'est aussi insupportable pour eux que des membres d'un gouvernement RN. Oui, mais c'est parce que vous ne voulez pas l'entendre. C'est pas que je ne veux pas l'entendre, c'est les urnes qui ne l'entendent pas comme vous, cher monsieur. Mais les urnes, je suis désolé, c'est le RN qu'elles ont mis devant. Non. Au soir du deuxième tour, ils ont... Le premier groupe parlementaire, d'accord, mais au soir du deuxième tour, ils ont empêché le Front National d'avoir la majorité, le Premier ministre, le gouvernement, oui, mais en termes de groupe. Mais qu'est-ce qui empêchait ? Mais qui vous dit qu'il n'y aurait pas des majorités qui se seraient construites sur des projets ? Vous ne pouvez pas lire dans le mar du café, non, ça ne serait pas produit. Pourquoi ? C'est précisément la proposition qu'a faite Lucie Castet. Encore une fois, des membres du gouvernement insoumis, je le cautionne pas à titre personnel, parce qu'il y a une forme de radicalisme là-dedans, mais des membres insoumis au gouvernement
c'est quelque chose qui était Mais attendez, un motif de censure Attendez, pour là, tous on les est- députés là, on est dans passer les- là, on le est- seuil là, on des est dans- socialistes. là, on est dans les Alors rêves. justement, là, on est parle dans- de... Vous excusez-moi, parlez et de... je termine là-dessus. Je vous en prie, On est dans, monsieur on est dans les Singal. rêves. Là. Jean-Luc Mélenchon fait 22% au premier tour de l'élection présidentielle. Il y a 75 députés de la France insoumise. Il y a 34-35 écologistes, 17 communistes et citoyens. Et le PS en a... 60. Voilà, c'est ça la réalité de la gauche à l'Assemblée nationale. C'est pas de répéter, excusez-moi, les extrémistes, parce que ça, à quoi ça conduit ça ? Ça conduit à la nomination d'un Premier ministre qui est entre les mains, il l'a dit d'ailleurs dans une interview dans la presse cette semaine, entre les mains du Parlement, mais surtout du Front National. Mais- Alors justement, excusez-moi, parce que malheureusement nous avançons dans l'heure. Monsieur Singal, si on parle justement du Parlement, aujourd'hui une motion de censure devait être proposée au vote. Elle n'a pas été mise à l'ordre du jour. Est-ce que finalement une motion de censure n'a aucune chance d'aboutir ? On le sait. Mais d'abord, elle a été soumise au vote, là. Cet après-midi. Cet après-midi. Elle n'avait pas été... bon, Elle n'a pas été votée. elle n'avait pas été votée, oui. Oui. Elle n'a pas été votée par la majorité des députés, c'est ça que vous voulez me dire ? Je crois qu'elle avait été retirée. J'avais vu qu'elle avait été retirée du programme de l'après-midi. Ah non, Mais il y a eu une intervention voilà. d'Olivier Faure. D'accord. J'ai entendu la voiture. Et puis après, les partis J'en politiques. étais resté au fait qu'elle Voilà, était présentée, mais donc, peut-être que vous, ouais. avez, vous avez des infos plus fraîches que nous. Mais, Pour moi, elle avait été présentée. Mais oui, votre question, c'était ? Mais une motion de censure n'a aucune chance d'aboutir. Puisque de toute façon, pour que la motion de censure soit votée, il est très clair qu'il faut que vous ayez tous les membres du NFP qui votent et les membres du Rassemblement Non, national. pas forcément. Il peut y en avoir d'autres. Mathématiquement. Non, c'est 289. Il peut y avoir une majorité pour une motion de censure sans les 142 Avec des membres parlementaires avec des membres d'Horizon, du- d'Ensemble et du Modem. Mais bah, quand vous proposez non, mais d'abord c'est pour répondre. Une motion de censure pour être adoptée, elle peut être adoptée si même avec le nombre de députés du Front National qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire 142, c'est avec la Avec partie les Ciotti, Oui. c'est 126. Bref. Mais évidemment, il y a une dimension politique. Dans la présentation, moi j'ai écouté dans la voiture en venant Olivier Faure, il y a une dimension politique. C'est-à-dire où, d'ailleurs, Michel Barnier l'a repris dans son intervention, que le nouveau Front Populaire avait annoncé bien avant la journée d'aujourd'hui qu'il y aurait une motion de censure. Ça, c'est politique, c'est pour marquer le refus, le désaccord de comment les choses se sont passées. Après, on va peut-être y venir sur quelques mesures qui sont très, très graves. Malheureusement, de je mon point crois de qu'on n'aura pas beaucoup de temps parce que Tant voilà, pis. l'heure Une autre fois. l'heure passe très vite. Une autre fois avec grand vue. plaisir. Mais voilà, une motion de censure, ça a aussi une dimension politique. Bien C'est-à-dire sûr. Mais est-ce dans- que l'obstruction systématique Non, c'est pas au l'obstruction nouveau, systématique. au nouveau C'est... gouvernement n'est pas Co- contre-productive à Non, l'heure mais co- actuelle quand on non, voit mais les comment préoccupations des Français? Vous pouvez penser une seconde que la gauche qui arrive en tête au soir du deuxième tour, qui se retrouve avec un Premier ministre issu des rangs d'une force politique qui est arrivée en 5e position, qui s'est refusé à participer au front républicain. Comment vous pouvez penser que la motion de censure, c'est pas de la politique politicienne, c'est un geste politique de refus de cette situation-là. Olivier Faure, puisqu'il parlait au nom du nouveau Front Populaire, ses premiers mots de mémoire, c'est « Je ne devrais pas être en face de vous cet après-midi ». Référence à la légitimité qui interroge du choix non pas Michel Barnier la personne, c'est entendu ça. Bien sûr. On parle politique. Oui, oui. Totalement. Mais D'un représentant de LR. politiquement, encore une fois, Premier ministre. les gars, vous ne tenez pas compte du fait qu'il est apparu, là, en septembre, une coalition des 3 groupes du centre et des LR, et que cette coalition est plus nombreuse que le NFP. Oui, mais précisément. C'est incroyable que oui, vous mais n'en teniez aucun compte de ça. Oui, mais précisément, on parlait tout à l'heure, cher monsieur, du désengagement et de la crise qui ne cesse de s'agrandir entre les Français et la représentation politique. Ça, c'est l'exemple type. Hein C'est-à-dire, on n'est pas ensemble avant,
mais on se remet ensemble après. Alors, je vais vous dire... Ça, là... c'est de la machine à voter Ouais. Front National. Le nouveau Front Populaire, je vais... dans la diversité de ses composantes, écolo, communiste, socialiste, insoumis, il était... Il n'est pas plus solide que ça. Il était constitué avant... Je vais vous donner un exemple. Il était constitué avant... Si je suis trop long, parce que là, je ne voulais pas, mais je vais quand même le faire. Je ne vais pas donner de nom. Une loi que nous avons votée il y a quelques mois, quelques semaines avant la dissolution. Les Insoumis, c'était que eux, à l'époque c'était la NUPES, bombardent un amendement de sous-amendements. Techniquement, c'est un peu assommant, mais il faut savoir que les sous-amendements ne sont pas débattus. Ils sont présentés les uns à la suite des autres. En général, il y en a 3 à 4. Vous reprenez un bout de texte et vous changez. Donc, quand on en parle sur les retraites, vous faites référence. Le débat, non. Débat a lieu sur l'amendement et les sous-amendements sont présentés les uns à la suite des autres. Plus de 600 sous-amendements. Oui. Présentés les uns à la suite des autres sans qu'il puisse y avoir de réponse dans l'hémicycle. C'est le règlement de l'Assemblée qui veut ça. On y passait plus d'une journée. Oui. On a été quelques-uns à s'en rendre compte. Ça ne servait à rien. Les sous-amendements, c'était par exemple chaque année à la place de annuellement. Oui. Bon. Suspension de séance à la demande de quelques députés pour dire on ne va pas perdre une journée là. On rassemble. Je suis allé voir, je faisais partie de ceux qui ont dit c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Je suis allé voir des collègues communistes avec qui je m'entends bien. Réponse de l'un d'eux, parce que je leur dis, est-ce que vous ne voulez pas vous arranger entre vous, retirer vos sous-amendements? On a 4 points de débat, vous les pointez, on répond et on avance. Réponse de l'un d'eux, je te laisse voir, ils sont ingérables. Non, attendez, je continue. Ça, c'était il y a 3-4 mois. Je continue. On fait une suspension de séance. Écolo, socialiste et communiste, d'accord. Pour dire, ouais, on avance. Les insoumis, non. Droit parlementaire. Oui, mais d'accord. Non, mais attendez. Mais ça fait cet exemple-là, j'en ai plein. Ça fait partie des différences, ça. Vous ne vous supportiez pas entre vous. Non, et quand vous dites, ça n'est pas respectueux de dire que la coalition avec les LR, elle fait du tort à la démocratie, parce que moi, je considère que l'accord électoral en 48 heures sur du sable, NFP, parce qu'il y aurait un gouvernement, non, il ne tiendrait pas. Moi, je l'ai vu pendant 2 ans. Il y a des mesures, on n'aura pas le temps d'en parler, mais très chiffrées. Le comportement d'obstruction extrémiste, j'insiste, des insoumis exaspérait les membres de la NUPES qui n'étaient pas parmi les insoumis. J'en ai été le témoin. Oui. Alors, Monsieur Descrozaille, je me permets effectivement de vous interrompre parce que nous approchons du terme de l'émission. Effectivement, 2 points de vue très, très intéressants, l'un et l'autre. Effectivement, on voit que les attentes des Français sont au cœur de vos préoccupations, à l'un comme à l'autre. On voit qu'il n'est pas toujours facile d'arriver à un consensus quand on est de 2 partis opposés. On voit que la situation aujourd'hui se prête à bien des tractations, je pense, aussi bien au Parlement qu'en coulisses. En tout cas, merci à l'un comme à l'autre, parce que là, on a vu vraiment vos visions à l'un comme à l'autre. Je pense qu'on aura plaisir à vous revoir l'un comme l'autre sur le plateau pour aborder des thématiques très, très pratiques. Mais là, c'était vraiment un bonheur de vous avoir. Et je pense que nos téléspectateurs aussi ont apprécié le débat. Et puis, l'honnêteté... grand merci à vous. Un grand merci à M. Saint-Gall. Merci. J'ai beaucoup aimé la discussion. Je regrette qu'on n'ait pas eu le temps, mais on aurait parlé du budget et des retraites. Il y a des points sur lesquels je suis sûr vous auriez été surpris, sur lesquels on aurait été d'accord, des points sur lesquels on n'aurait pas du tout été d'accord. Mais effectivement, c'est des trucs concrets donc on n'a pas eu le temps d'aborder. Mais merci d'avoir laissé le temps, en tout cas, à la discussion de s'installer comme ça. Merci à vous de votre invitation et puis merci aussi de ce débat sans concession, mais respectueux. Tout à fait. Merci à vous de vous être écoutés l'un l'autre. C'était vraiment un plaisir. Donc merci à vous tous qui nous avez suivis aujourd'hui. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine émission de Place des Enjeux. Ça sera dans 15 jours avec grand plaisir. À très vite.